La Factory. La Factory. Écrivaine suisse née à Séoul, elle a publié un recueil de nouvelles ironiques, Les Velléitaires, une autofiction sur ses hontes, Polaroid, un récit sur un toxicomane on ne dit pas je, des contes pour allophones après la pluie, le beau temps, une novella, S'escrimer à l'aimer, et un roman de formation satirique, Le beau monde, publié chez Albin Michel en 2018. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et nous accueillons Laure Milloun-Crozet. Bonjour Laure Milloun. Bonjour Louise. Pourquoi est-il indispensable, selon toi, de lire et d'écrire de la littérature à notre époque ? Alors il me semble que c'est vraiment fondamental de lire pour sa santé mentale. Je crois qu'à certains moments on a besoin d'échapper au monde, à son vacarme, au côté insignifiant de certaines choses. Mais je pense paradoxalement c'est aussi important de lire pour se rapprocher des gens, pour les aimer, pour les comprendre mieux. Aimer à la fois les artistes et puis aussi ceux pour lesquels on crée. Je pense que lire permet aussi de penser autrement le monde que ce qu'il est. Alors pour ce qui est du côté écriture, il me semble que d'abord il faut continuer à écrire pour garder vivante la langue, continuer aussi à l'inventer. Pour moi, c'est très utile d'écrire pour organiser mes pensées, essayer de considérer les choses sous différents aspects et le fait d'écrire me permet de le faire de façon plus continue, plus linéaire que parfois ces bouquets de pensées qui viennent. Écrire permet aussi de partager avec les autres, mais dans un autre rapport que l'immédiateté qui est très présente ces temps. De dire les choses, mais aussi dans le temps, avec le recul, le temps de la réflexion, le temps de l'esprit critique aussi. Et puis, il s'agit aussi d'écrire pour permettre à certaines personnes de découvrir, enfin tout le monde de découvrir des réalités qui sont autres que celles qu'ils vivent, donc de susciter l'empathie. C'est-à-dire qu'un lecteur qui peut-être connaît pas la condition, je sais pas, d'un ouvrier ou d'un immigré comme ça, eh bien, en se sentant proche d'un personnage dans un texte, pourra ensuite considérer les gens qu'il rencontrera plus dans la fiction, eh bien, avec plus de bonté, de gentillesse, il me semble. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre aspect fondamental de la littérature, c'est que c'est un espace de grande liberté où on peut exprimer des choses parfois qui fâchent, parfois on peut réfléchir sur les choses qui pourraient être, mais on peut aussi exprimer des nuances, des paradoxes, des choses qui peuvent apparemment se contredire. Dans la réalité, on a envie d'être le plus clair possible, et l'art permet une ambivalence, des tensions, du mystère, alors que d'habitude, on a plutôt envie de communiquer de la manière la plus claire possible. Évidemment, quand on écrit, on a aussi envie d'être compris, mais on peut, avec le style, avec de l'humour, de l'ironie, comme ça, dire une chose et puis parfois quelque chose qui paraît plus contradictoire. Dans la réalité, on a envie d'être plus uniforme, plus clair, plus univoque, on va dire. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Alors, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais je vois que c'est ce qui me vient assez spontanément. C'est l'être humain. Et je crois simplement parce que les végétaux, les animaux, même si ils nous fascinent, ils nous émerveillent, eh bien, ils n'ont pas de libre arbitre. Et comme ils n'ont pas cette volonté, on ne peut pas leur donner le même degré de conscience qu'un être humain. Peut-être qu'ils en ont un, mais en tout cas, on ne peut pas communiquer avec eux de façon si nette et claire, en tout cas pas moi. Et bien, comme personnage, pour moi, ils sont moins intéressants parce qu'ils ont moins de responsabilités qu'un être humain. Donc pour moi, c'est vraiment le sujet que j'aime, c'est l'évolution d'un être humain en interaction avec d'autres êtres humains ou en prise avec lui-même, avec ses fantasmes, ses angoisses, ses joies. Voilà. Et moi, c'est ça qui me passionne. Même si parfois j'ai un peu de la peine avec les êtres humains dans la réalité. C'est pour ça que dans les livres, j'essaie de les comprendre. Aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Il me semble que c'est un vaste sujet. Il me semble qu'il y a plein d'auteurs d'utopie ou des auteurs de polar qui critiquent le monde et qui peut-être en creux apportent des solutions. Moi, si je réfléchis comme ça, ce qui m'amuserait, c'est de végétaliser au maximum les espaces urbains.
intérieure et extérieure, parce qu'il me semble que de voir du vivant, d'en être responsable, d'être ému par la dimension esthétique des plantes ou des animaux, peut-être même des animaux un peu davantage, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, eh bien, me semble permet de rendre conscient de notre aspect minuscule et de notre passage très bref sur Terre. Et peut-être que cette responsabilité, cette conscience d'être pas si important que ça, permet de s'améliorer un peu. Retrouvez toutes les informations sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Laure Milloun-Crozet. La Factory. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes de Laure Milloun-Crozet. Alors là, je vais lire un extrait de Polaroid, qui est mon autofiction. En fait, c'est l'histoire de mes hontes en une centaine de fragments. Je raconte depuis mon adoption, en fait, de mes 1 an jusqu'à mes 30 ans. Un peu toutes les looses que j'ai eues. Enfin, pas toutes, mais une grande partie. Alors, c'est un premier extrait. Aux alentours de mes 15 ans, je rencontrai un Italien charmant, âgé de 22 ans. Grâce à lui, je découvris l'existence de ma sensualité. J'appris que sous un vernis un peu froid et sage, s'agitait une nature tendre et désirante. Il me fit tant rêver que je voulus lui jouer le grand jeu, le séduire entièrement. Je décidai de l'inviter à dîner, de lui préparer un festin, puis de lui faire connaître l'extase sous mes caresses. Toute l'après-midi, je préparais des plats dans la cuisine familiale et emportais ensuite jalousement mes mets aux saveurs infinies dans ma chambre, dans mes appartements. Mon galant arriva avec son sourire enjôleur et ses yeux de velours. Il s'installa attendri à mon bureau et voulut faire honneur à mes talents. À peine goûta-t-il à l'un des plats qu'il fit une grimace de stupéfaction. Je fus surprise par sa réaction, car il affichait généralement un calme souverain. Je testai le mets à mon tour. La soupe chinoise que j'avais préparée avait un terrible goût de savon. Je compris en une fraction de seconde que j'avais mal interprété la recette et qu'il fallait incorporer 2 petits morceaux de gingembre dans mon potage, et non pas de racines. Je rougis jusqu'à en devenir écarlate. Je me sentais absolument ridicule d'avoir abusé d'une épice dite aphrodisiaque, comme si le gingembre avait révélé, pour ma plus grande honte, des desseins qui ne demandaient qu'à rester secrets. Alors je vais lire maintenant un extrait de On ne dit pas je, qui est un récit qui relate la vraie histoire d'un ami qui a été pendant 17 ans toxicomane et qui ensuite a fondé un label de musique électronique. Donc c'est un triptyque, enfance, adolescence et errance, et je vais lire un passage de l'adolescence. Adolescence. Le cocktail style vestimentaire, musique et drogue douce agit sur Lionel, qui prend de l'assurance au fur et à mesure qu'il constate l'incidence positive de ces changements sur ses pairs. Il parvient pour la première fois de son existence à communiquer avec eux. Même si sa liberté est une duperie, il en jouit dans le regard des autres. Il décide d'accélérer le processus. Alors qu'il se contente de consommer des drogues douces, il feint de prendre également des drogues dures. Afin d'accréditer ses dires, pour que ses amis croient qu'il se pique, il marque ses bras au moyen d'un compas, sans se douter que plus tard, il essayera au contraire de dissimuler les évidences. Il joue au drogué. Il a lu, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, et a été bouleversé par ce récit. Il est tombé, raide dingue de Babsi, la meilleure amie de Christiane, une jeune fille aux traits d'ange, la princesse du baby tapin, morte d'une overdose, celle qui fera la une des journaux comme étant la plus jeune victime de l'héroïne en Allemagne. Il a pleuré lorsqu'on l'a retrouvée une seringue encore plantée dans sa paume gauche, dans l'appartement d'un jeune homme qu'elle avait rencontré en discothèque, puis suivi jusque chez lui. Jamais un texte ne lui a fait un tel effet. Peut-être est-ce même le seul qui lui a fait de l'effet. C'est l'un des premiers livres qu'il a terminé de lui-même. Il découvre avec passion le pouvoir qu'il possède de donner à vivre ce que l'on ne fit pas dans la réalité. Et il apprend, grâce à ce témoignage sombre et instructif, le lexique de la drogue, celui qui lui permet de donner davantage de crédibilité à ses allégations.
Maintenant, je vais lire 2 petits passages du Beau Monde, donc le roman qui est apparu aux éditions Albin Michel. Donc le premier, c'était Les Polaroids qui était chez Luce Vulcain, une éditrice belge, et le second chez BSN Press, un éditeur suisse. Alors le Beau Monde relate une noce très très chic à laquelle la principale intéressée, Louise, ne vient pas. Et donc les personnages vont essayer de mener l'enquête. Donc pour mener l'enquête, ils vont faire son portrait. Et en fait, l'alcool aidant, peu à peu, ils vont se lâcher et devenir de moins en moins généreux, de moins en moins bienveillants. Alors je vais lire un extrait du début, puis un extrait plus tardif. Le personnel, qui ne s'attendait pas à voir arriver si promptement cette foule d'humeurs étranges, s'ébroua et commença à servir le champagne, lequel convenait toutefois assez mal à la circonstance. Les convives se montrèrent indulgents, le burent avec gravité et se firent aussitôt resservir, prouvant par là qu'ils n'étaient pas rancuniers. De petits groupes commencèrent à se former, et la rumeur que l'on tenait tant à étouffer se répandit comme une traînée de poudre. Les invités tendirent l'oreille dans une parfaite communion. Le moment était unique. 500 convives, issus pour la majeure partie d'anciennes familles de la noblesse et de la haute bourgeoisie lyonnaise, assistaient à la débâcle de l'une des plus puissantes d'entre elles. Les différends qui les avaient autrefois divisés semblaient désormais réglés. Enfin, ils se réjouissaient ensemble d'un événement. Par une sorte de solidarité de classe, ils auraient pu s'en attrister. Mais le soulagement de savoir que ce n'était pas à soi que cela arrivait dominait tous les autres sentiments. C'était affreux, nul n'était à l'abri d'une telle calamité. Et en même temps, il y avait de quoi se tordre de rire. On essaya alors de comprendre le geste de Louise. Pourquoi avait-elle commis pareil suicide social ? Quelle mouche l'avait piquée pour la pousser à saccager 1 an de préparatifs de noces parfaites, d'un goût exquis, aucunement tape à l'œil. Au deuxième extrait, on voit que l'ambiance est un petit peu gâtée. Soudain, une idée horrible naquit dans les consciences. Il s'agissait peut-être d'une vengeance. Certains songèrent Je peux recommencer, bon. Je reprends. Soudain, une idée horrible naquit dans les consciences. Il s'agissait peut-être d'une vengeance. Certains songèrent aux 10 petits nègres, et d'autres à Carrie, le film de De Palma, et à sa scène de bal de fin d'année sanglant. Des images terrifiantes dansaient dans les esprits. On se rasséréna en songeant qu'à la différence de ces 2 fictions, rien n'entravait notre fuite. On pouvait partir quand on le voudrait. Néanmoins, un lien invisible nous retenait et nous unissait les uns aux autres. On se dit que c'était certainement la culpabilité de n'avoir pas été très reconnaissant ni très loyaux vis-à-vis de Louise, qui faisait naître ces pensées macabres dans des cerveaux désormais plus très nets. Mais après tout, elle aurait dû se déplacer si elle avait voulu s'épargner ce procès in absentia. Quand on n'avait rien à se reprocher, on venait donner sa version des faits. Perdre par contumace était le sort de ceux qui se savaient trop coupables pour être défendus et échapper à la sanction. Un innocent avait une seule envie, que l'on comprit qu'il était victime d'un terrible malentendu. Tout le monde voulait que la vérité fût rétablie au grand jour. Il n'y avait que les criminels et les assassins pour préférer l'ombre et le silence. Aucun des discours dénigrants n'aurait été prononcé si elle avait été présente. Non, vraiment, c'était sa faute. Elle l'avait cherché. Angoissés, on se rapprocha les uns des autres. La fatigue se faisant sentir, on commença à avoir froid. Certains claquaient des dents, d'autres tremblaient, tous affichaient un air las. Des plaids commandés à l'avance par Louise furent proposés. Cela réconforta pendant un instant, puis, ébahis par tant de prévenance, on se souvint des Indiens d'Amérique du Nord, succombant comme des chiens, après avoir été contaminés au moyen de couverture. Cependant, trop exténués pour se méfier davantage, on les accepta quand même. Finalement, très abstraite, la peur de mourir parut moins forte que l'envie de savoir pourquoi on craignait tant que Louise ne se vengeât. Après tout, on allait tous mourir un jour. Autant quitter cette terre en ayant compris quelque chose. Et intuitivement, on sentait que, dans la résolution de l'énigme de cette soirée, un peu du sens global de l'existence nous serait révélé.